Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le féminisme, c'est pas un truc de fille. Aujourd'hui, on poursuit notre échange avec Patricia pour parler des injustices reproductives et du racisme obstétrical. Comment le corps des femmes, et en particulier celui des femmes racisées, continue-t-il d'être contrôlé, ignoré ou maltraité dans nos systèmes de soins? Un épisode fort, nécessaire et plein d'enseignements et de pistes d'action. Installez-vous, respirez un bon coup et c'est parti. Oui, alors, déjà, à la base, ce ne sont pas que mes recherches, hein, évidemment. Donc, justice et injustice reproductive, donc c'est deux cadres théoriques qui nous viennent des États-Unis. Donc, comme pour l'intersectionnalité, hein, l'étude du croisement des oppressions qu'on va subir suivant les positionnements sociaux qu'on a, ça nous vient des féministes noires américaines qui ont très vite compris, de par leur positionnement justement, que c'était pas la même chose d'être un homme blanc, une femme blanche, un homme noir ou une femme noire. C'est-à-dire qu'on allait, quand on est une femme noire, hein, c'est les articles fondamentaux classiques de Kimberly Crenshaw, cette juriste, qui montre que souvent, quand il y avait des débats sur l'équité, la situation précise en fait des femmes noires n'était pas comprise. C'est-à-dire qu'il y avait des enjeux pour la justice, par exemple, au niveau des mouvements ouvriers qui étaient plutôt, par exemple, portés par des hommes blancs ou contre le racisme, plutôt portés par des hommes noirs, et qu'elles-mêmes, elles étaient en fait invisibilisées. En fait, leur situation était vraiment invisibilisée de multiples manières. Et donc dans l'évolution, en fait, c'est aussi un concept intersectionnel, la justice reproductive. Donc, c'est Loretta Ross et 12, en fait, sont des activistes, c'est plutôt des gens qui ont travaillé dans le milieu associatif. Donc, c'est vraiment un courant qui est né du terrain, hein, donc de gens qui étaient en train d'aider, en fait, autour de la reproduction par différents types d'initiatives associatives. Et il y a une combination, en fait, de gens à la fois académiques et du terrain qui ont conçu, en fait, et fait évoluer cette notion. Donc, il y a derrière, c'est très simple, et là aussi on voit justement c'est opérationnel. Donc il y a vraiment déjà l'idée du respect de l'autodétermination de chacune, chacun, notamment par rapport à la question de la reproduction. Donc le respect du droit à souhaiter avoir des enfants ou ne pas souhaiter en avoir, et tous les soins qui vont avec, c'est-à-dire d'avoir accès aux soins quand on veut être enceinte. Donc ça peut être aussi la PMA, mais le suivi de grossesse. Ça peut être tout ce qui va aussi faciliter au niveau des soins, accompagnement, donc en santé ou social, pour être dans de bonnes conditions pour avoir ou ne pas avoir d'enfants. Donc c'est aussi tout ce qui est le planning familial, l'avortement. Et puis il y a une dernière condition qui est être aussi dans un environnement qui est suffisamment sûr, durable et nurturing, on dirait en anglais, hein, nourrissant, porteur, pour qu'on puisse être à même en fait de jouer ce rôle de parent. Et donc elles ont vraiment un peu élargit très nettement les préoccupations des féministes blanches telles qu'il y avait en France, qui étaient très centrées sur le droit au choix et plutôt le droit au choix de ne pas avoir d'enfants, pour dire non, mais il n'y a pas que le choix de ne pas avoir d'enfants qui est empêché. Il y a dans plein de situations en fait le désir d'enfant ou cette volonté qui est empêché. Notamment, on a justement parce qu'on a toute une série d'injustices reproductives qui continuent d'exister. Et donc là, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur à peu près tous les continents, beaucoup sur le continent américain du Nord et du Sud, sur notamment les IVG forcées, les stérilisations forcées des femmes autochtones, des femmes noires, qui ont continué jusqu'au présent, hein, aussi des obligations d'utiliser certains moyens contraceptifs. Il y a vraiment une violence reproductive inouïe qui est liée à l'évolution en fait des pays coloniaux, c'est-à-dire soit les pays qui ont été colonisés ou les pays colonisateurs. Et les recherches sont immenses. Donc on sait qu'on est face à quand même
un grand tissu d'injustice pour tout ce qui concerne la reproduction. Je rappellerai que l'OMS considère aujourd'hui, il parle de gender mainstreaming, c'est-à-dire utiliser les approches de genre de manière systématique quand on est en train d'analyser des problèmes de santé, parce que si l'on ne le fait pas, en fait, il va y avoir des inégalités de genre et puis des inégalités qui sont intersectionnelles. Et donc aujourd'hui, c'est devenu dans le monde médical qui est intéressé par la santé publique, un peu une donnée de base qu'on va utiliser ces modèles, même si on voit que dans nos sociétés, il y a beaucoup de vents contraires, des personnes qui disent « Ah, mais arrêtez de parler de ça ». Oui, tant qu'il y aura autant d'injustice, il faut qu'on utilise ces modèles. On est obligé. Il n'y a pas tellement d'autres moyens. Et donc, ici, maintenant, en Europe, on va avoir donc, plusieurs chercheuses, Mounia El-Kotni, Chiara Quagliariello, Priscille Souverain, qui vont faire, et donc plein d'autres encore, je cite de loin pas tout le monde, qui vont utiliser ce modèle, notamment justement pour comprendre les situations spécifiques de violence au pluriel, de continuum de violence, comme on dit chez Cali, que vivent les femmes qui ne sont pas des femmes blanches de classe moyenne. La chose qui reste, un problème qui est identifié depuis plus de 20 ans maintenant dans tous nos pays et qui, à ma connaissance, n'a pratiquement pas baissé dans aucun pays, c'est la morbimortalité, donc des femmes justement noires ou migrantisées dans tous les pays à haut revenu. Donc morbidité, ça veut dire une plus grande présence de certains problèmes de santé. Donc ça peut être la prématurité, les bébés qui ont un petit poids de naissance, l'hypertension pendant la grossesse, et puis la mortalité. Heureusement, dans les pays au revenu, la mortalité, en général, elle est basse, mais il n'empêche que ces femmes meurent 3, 4, 5 fois plus que les femmes blanches. Et dans certaines statistiques, notamment de la Grande-Bretagne, où ils avaient fait ils font un rapport très régulièrement, une fois par année, si je ne me trompe pas, c'est une fois par année. Et dans certains des rapports, ils mettaient la nationalité des femmes. Et pour certaines nationalités, c'était du 13 fois plus et au-delà. C'est-à-dire que certaines femmes avaient quasiment le taux de mortalité qu'elles auraient eu dans leur pays d'origine, qui a un taux de mortalité élevé, ce qui est révélateur de deux choses. C'est que d'une part, qu'elles vivent dans des conditions qui ne permettent pas de prendre soin de sa santé et de se protéger, et que d'autre part, le système de santé ne répond pas à leurs besoins. Priscille Sauvegrain, en France, elle a fait des études, c'était une des premières qui a étudié vraiment de près, avec toute une équipe. C'est aussi l'équipe de l'INSERM Épopée, elle n'était pas toute seule, mais c'est un problème auquel elle s'est attachée pendant sa thèse et ensuite, où elle a montré en fait que la perception en fait racialisée des femmes dites africaines en France conduisait à ce qu'on leur fasse beaucoup plus de césariennes parce que les gens travaillaient à partir de leur représentation raciste plutôt qu'à partir des situations concrètes des femmes. Elle a aussi pu montrer que par rapport à la prééclampsie, où il y avait justement une mortalité nettement augmentée des femmes dites africaines par la prééclampsie, qu'il y avait une vraie discrimination dans les soins. Pas au moment de l'urgence, mais avant, quand on enclenche les dépistages, quand on entre en suspicion qu'une femme elle est en train de développer ce problème de santé, au lieu d'enclencher le protocole juste qui était décidé pour ces femmes-là, il y avait un protocole nettement moins bon, moins précis, qui était enclenché. Et puis, l'équipe a attribué en fait la surmortalité à ce protocole qu'on peut appeler raciste. Et dans les travaux actuellement, par exemple de Gladys Robert, que vous pourriez aussi vraiment inviter, elle est absolument géniale, qui vient de finir sa thèse. Elle travaille sur la situation de soins qu'elle appelle exolingue. Ça veut dire quand la langue de la consultation entre la personne qui consulte et la personne qui est soignante n'est pas la même et que c'est la personne qui est soignante qui a la langue de référence. En fait, il y a une injustice de base qui est créée. Je me suis plutôt intéressée aux expériences des femmes migrantisées parce qu'on pourrait aussi faire ça avec par exemple, les femmes qui sont dans des situations de handicap ou qui vivent de la grossophobie, etc.
et d'aller voir quelles étaient leurs expériences, de quoi elles parlaient, ou aussi qu'est-ce qui, moi, en termes de... comme personne aussi qui a cette double formation d'anthropologue et de soignant, parfois, les femmes ne remarquent pas forcément qu'il y a quelque chose qui, dans leur suivi, n'a pas fonctionné. Et quand on entend, en fait, leur situation, on se dit « Waouh, mais comment ça se fait qu'on en arrive à cette situation-là, quoi ?» Et là, il y a 2 axes qui se dessinent, justement avec ce cas de la justice reproductive. C'est-à-dire que pour les femmes, notamment, qui sont dans le processus de l'asile, les conditions matérielles, en fait, de vécu de la grossesse peuvent être extrêmement dures. C'est-à-dire qu'une femme, pendant sa grossesse, elle peut être déplacée d'un centre fédéral à un centre cantonal, vivre même un déplacement de 2-3 centres différents alors qu'elle est enceinte. On raconte par exemple que certaines femmes commencent un suivi dans un centre fédéral parce que c'est là qu'elle arrive, et puis qu'elle est déplacée ailleurs, et tout à coup les soignants qui l'ont suivie, qui ont essayé de lui faire un suivi aussi correct que possible, du jour au lendemain ne savent plus où elle est, et il y a une absence en fait de continuité du suivi. Donc on sait, nous, la continuité du suivi, sage-femme et obstétricien, c'est vraiment un des fondamentaux pour assurer la sécurité des personnes. Si vous voulez introduire des erreurs dans un suivi, faites un suivi tout dispersé, vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, les problèmes ne sont pas suivis. Enfin, c'est très important aussi au niveau de la confiance, de la relation, mais aussi au niveau purement médical. Ensuite, les centres, notamment les centres fédéraux, ils sont vraiment pas adaptés pour les personnes enceintes ou qui ont des tout petits enfants. Là, il y a aussi plusieurs personnes et des associations qui se mobilisent. Ce que je dis là, c'est pas un scoop. Il y a énormément de gens qui travaillent sur ces questions. Se sont exprimés publiquement, par exemple, le docteur Bernard Borel et puis aussi Jean Tsermatten, qui explique, par exemple, que les tout petits enfants et les enfants en général, en fait, ils sont pas prévus comme étant une population des centres pour requérants. C'est-à-dire qu'ils sont un peu conçus comme s'ils étaient des valises de leurs parents. Donc, il y a souvent rien qui est conçu pour eux. En termes de salles de jeu, en termes de nourriture, les parcours même préscolaires en fait sont absents. Et puis là, ce qu'on observe en fait, c'est que ces personnes, pendant une durée assez longue, ça peut être 2 ans, en fait, elles ne se trouvent pas dans une situation où elles peuvent assurer justement de manière je veux même pas dire idéal, mais de manière basique leur rôle de parent, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment empêchées en fait de vivre la grossesse, la naissance et la vie de famille correcte du fait de cette organisation-là. Il y a aussi des familles qui sont séparées quand elles sont pas mariées. Moi, j'ai rencontré par exemple des femmes qui étaient dans un épisode où elles se sentaient pas bien dans leur vie, qui avaient même été déprimées à certains moments et qui sont séparées de leurs compagnons parce qu'ils ne sont pas mariés. Elle est dans un canton, lui dans un autre. Ils n'ont pas le droit de changer de canton. Et puis elle se retrouve toute seule avec un bébé alors qu'elle va mal, sans aucun entourage. Dites-moi comment ça peut aller bien. Des exemples comme ça, je ne sais plus les compter. Et là, on a vraiment quelque chose de problématique. On ne parlera pas des aspects financiers qui sont aussi vraiment très très durs pendant cette période-là. Donc là, il y a vraiment une grosse marge de progression, vraiment pour soutenir les femmes, soutenir les familles, aussi avec les renvois du Dublin. J'ai même des cas de tentatives de suicide parce que dans ces situations-là, donc de femmes dans la période périnatale. Donc on parle beaucoup de la santé mentale maternelle. On parle beaucoup d'arriver à faire quelque chose pour le postpartum des femmes. On sait que les femmes immigrantes, par exemple, elles souffrent plus de dépression liée à plein d'autres éléments. Mais là, on aurait vraiment un point d'action, un point d'action assez facile en fait, de sortir en fait de ces politiques vraiment morbides en fait. Et même si on peut pas être dans la certitude, mais
ce qui vient à l'idée, si on parle d'intersectionnalité, c'est quand même une espèce de peur que non seulement il y a des enfants handicapés qui naissent, donc là on est vraiment dans le validisme très fort, et puis l'autre chose, des enfants handicapés, mais en plus qui seraient migrantisés, comme si c'était quelque chose d'absolument... avec quoi les soignants n'arrivent pas à faire. Et là, moi, j'ai rencontré vraiment plusieurs femmes dont la grossesse avait été extrêmement perturbée par ces rencontres et par l'itération de discours alarmistes sur la santé du fœtus. Et tous ces enfants allaient bien à la naissance. Donc il y a eu un manque de soins, franchement, dans l'accompagnement, que ce soit au niveau de la traduction, mais aussi au niveau des messages qui sont véhiculés. Parce qu'en fait, oui, c'est comme si on sous-estimait aussi, comme on ne peut pas parler de la même manière, mais c'est comme si on sous-estimait aussi l'engagement de ces femmes pour leur grossesse, leur fœtus, leur futur enfant, et qu'on pensait de manière implicite et peut-être impensée, c'est-à-dire non réfléchie, qu'elles n'auraient pas le même attachement à leur grossesse qu'une femme d'ici. Donc c'est pas très drôle. Il y a, peut-être j'aurais donné encore un ou deux exemples, mais là actuellement, une chose qui m'inquiète, j'espère que mes collègues vont faire du travail aussi en recherche quantitative, j'ai de la difficulté à trouver des femmes qui ne parlent pas français et qui accouchent leur premier bébé sans forceps, sans ventouse ou sans césarienne. Et là, je me demande, mais comment est-ce qu'on arrive ou pas à accompagner ces femmes pour qu'elles puissent accoucher elles aussi, spontanément, quand c'est possible. Et là, je pense qu'on a besoin de statistiques. C'est aussi un des problèmes de la Suisse, les statistiques. Je change un peu de sujet. C'est-à-dire que en France, on a des statistiques, ou en Grande-Bretagne, qui sont extrêmement régulières. Et chez nous, tout à coup, on part des statistiques avec un bon état des lieux. Et il se passe quelques années et on n'a pas les renseignements. Et donc, on ne peut pas toujours suivre, en fait, ce qui se passe. Est-ce que cette surmortalité ou cette surmorbidité, elle reste pareille? Ou est-ce qu'elle est en train de se péjorer? Ou est-ce qu'elle est en train de s'améliorer? Et là, heureusement, il y a une équipe de Genève qui est en train de travailler dessus, qui va... J'espère faire en sorte que nous aussi, comme les Français, on ait nos statistiques régulièrement, puis qu'on puisse pointer les problèmes pour aussi après agir sur le terrain. Eh bien, merci. Je dois dire que j'apprends beaucoup de choses. Je ne savais pas que la situation était à ce point et que ça se passait chez nous aussi en Suisse. Donc voilà, je suis très touchée. Mais pour conclure cet épisode aussi sur une note d'espoir, on aimerait parler solutions et prévention avec vous. Et on se demandait donc quel serait le prochain petit pas à faire pour garantir des soins plus éthiques et respectueux des femmes. Qu'est-ce qui serait déterminant pour améliorer ces situations? Bon, doter les services d'obstétrique, qui sont vraiment petits services à l'intérieur des maternités, correctement, ça je pense que c'est la base. Et que sans ça, c'est difficile de travailler, qu'il faut continuer à soutenir aussi les maternités vraiment au niveau de la dotation. Et puis ensuite, il faut YACA. Ce qui est important, c'est que les sages-femmes, je parle comme sage-femmes, aussi les obstétriciens, mais que quand on crée en fait des nouveaux soins, qu'on pense à ces nouveaux soins comme étant destinés à toute la population qui vient nous voir, et pas seulement à une frange privilégiée. Actuellement, en Suisse romande, il y a par exemple plusieurs maternités qui ont des dispositifs très intéressants, mais par exemple, qui promeuvent la physiologie, qui sont très attentifs. Mais les femmes qui ne parlent pas français n'y sont souvent pas admises, même avec des interprètes. Ça, je pense que ça doit changer. C'est une forme de discrimination, clairement. Et donc, quand on crée des soins, il faut penser à l'ensemble de la population, en fait. Et puis, arrêter de penser que la classe moyenne sup, c'est la population, de référence, parce que statistiquement parlant, dans les institutions publiques, ce n'est pas la population de référence. La population suisse est, comme toutes les populations européennes du territoire de l'Europe géographique, une population super diversifiée, que ce soit au niveau économique, au niveau de l'éducation, aussi au niveau, justement, on a des personnes qui sont venues habiter chez nous
qui habitent ici maintenant, qui sont installés ici, qui font partie de la vie sociale de la Suisse, qui contribuent de multiples manières aussi à ce que la Suisse soit ce qu'elle soit, aussi ses aspects positifs, joyeux, les soins, enfin bref. Et donc là, je pense qu'il y a un grand changement à faire. Les patients, ils ont des droits. Ils ont le droit d'être accompagnés par qui souhaitent. Ils ont le droit d'avoir de l'information. Ils ont le droit à consentir. Ils ont le droit à refuser. Et peut-être encore, dans le milieu de la santé, on a souvent tendance à être... On dit qu'on est holiste, c'est-à-dire bio, psychosocial, culturel et puis spirituel, mais souvent on est un peu bio-psy, c'est-à-dire que la dimension sociale, les questions sociales qui ont une influence énorme sur la santé, elles sont souvent un peu mises de côté. Dans les recherches de Priscille Sauvegrain, de Chiara Quagliarello et des miennes, aussi celle de Gladys Robert, il existe une tendance à psychologiser quand il s'agit d'une femme suisse, donc à attribuer beaucoup de choses, par exemple son expérience ou sa santé mentale à la personne elle-même et pas à ce qu'elle a vécu, sa trajectoire et sa situation, que parfois on oublie sauf quand elle est catastrophique, et à culturaliser, c'est-à-dire à voir les femmes qui sont migrantisées à travers leur culture en effaçant souvent leur personnalité. Un préjugé que j'entends souvent, c'est que les femmes migrantisées, elles vont être des mères naturelles et puis elles vont savoir s'occuper de leurs enfants, alors qu'en fait, elles vivent les mêmes incertitudes que nous, surtout si c'est leur premier enfant. C'est-à-dire que si elles ont déjà eu 2-3 enfants puis qu'elles ont l'expérience qui va avec, et qu'elles ont un environnement de vie qui est correct, ben oui, elles vont pouvoir s'occuper de leurs enfants dans une relative autonomie, mot qu'on utilise trop. Ah, bonjour madame, vu que la dame est africaine, on dit mais vous, tout va bien, on ressort de la chambre et il se passe rien. C'est un exemple qu'elle cite dans un de ses articles et qui est quelque chose qui a aussi cours en Suisse romande, c'est-à-dire que on sous-estime les besoins des femmes migrantisées parce parfois on les idéalise aussi. Je vous remercie. On mettra en description les références et les associations que vous avez mentionnées au cours de cet entretien pour les auditeuristes qui aimeraient aller plus loin. Et puis peut-être pour terminer sur une note un peu personnelle, je me demandais, vous, Patricia, en lien avec ces injustices reproductives, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me donne encore de l'espoir aujourd'hui ? C'est ces engagements, à la fois justement des personnes concernées elles-mêmes, qui font preuve de beaucoup de force, mais qui sont quand même dans des situations d'adversité évitables que je souhaiterais vraiment vivement qu'on évite. L'engagement associatif, et puis aussi les personnes, une chose qui moi revient, c'est ces personnes qui, soit dans le milieu associatif, mais aussi dans le milieu des soins ou dans le milieu social, gardent une réflexivité, mais une vivacité d'esprit qui leur permet de réagir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai plusieurs collègues qui, face à des situations, par exemple de logement inadéquates, vraiment inadéquates, de gens dans le processus de l'asile, disent « mais ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et qui, à partir de cette capacité à ne pas se laisser endormir par c'est normal, voilà, c'est un statut provisoire, mais qui dure quand même longtemps, mais parce qu'elles arrivent à s'indigner et puis à se dire non, ça, c'est pas des bonnes conditions de vie, peuvent ensuite actionner en fait des initiatives pour chercher à améliorer les conditions de vie. Ça peut être la même chose au niveau des soins, c'est-à-dire d'arriver à faire ce pas en arrière, de voir la situation dans laquelle on est, puis de se dire, non, là, ce qu'on est en train de faire, ça va pas. Ça peut autant, ou ça va, il y a des choses ça va, mais de ne pas être tout le temps dans le fonctionnement. Parce qu'on est dans un système qui veut qu'on fonctionne, que les roues tournent, que ce soit bien huilé, et que quand on pose des questions, parfois ça embête parce que ça retarde. Mais toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans le milieu associatif ou dans le milieu des soins, dans le milieu aussi de la santé,
sociale et qui arrivent à se dire, là, il y a un truc qu'il faut qu'on change. Parfois, c'est maintenant tout de suite, parfois, c'est à moyen terme. Eh bien, ça reste hyper important. Merci Patricia pour ce partage éclairant. Les violences obstétricales, souvent invisibles, sont bien réelles. Elles révèlent des inégalités profondes et des dysfonctionnements systémiques. Mais comme vous nous l'avez montré, il existe des pistes pour transformer ces pratiques et atteindre un respect inconditionnel des femmes dans toute leur diversité. C'est un combat collectif qui nous concerne toutes et tous parce que chaque naissance devrait être un moment de respect, de dignité et de confiance. Merci à vous, auditeuristes, de nous avoir suivis dans cet épisode. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est sûrement que vous l'avez aimé. Alors aidez-nous en nous suivant sur Instagram, en nous mettant des étoiles ou en nous laissant un commentaire. Un grand merci aussi à celle qui nous a proposé ce thème. Vos voix font avancer la discussion. Au groupe Traf pour leur son maudite et évidemment à Julien V et le studio K de Kumquat pour l'enregistrement en qualité pro. À très bientôt pour un nouvel épisode de Le Féminisme, c'est pas un truc de fille.